C'est une professeure qui dit que l'uniformisation que vous regrettez, Monsieur Pitt, est exactement l'argument que m'ont opposé des élèves musulmans de REP, à savoir, vous souhaitez que nous pensions comme vous. Laissez-nous nous vêtir comme nous le souhaitons, ne pas aller à la piscine, ne pas faire la minute de silence suite aux attentats de Charlie Hebdo, sans nous sanctionner par une heure de colle. Bon. Oui, ça... Oui, la question dépasse évidemment l'enseignement de la géographie. Ce qu'une géographie pragmatique enseigne, c'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'on peut avoir des foi religieuses différentes, des façons différentes de s'habiller, des façons différentes de manger, des façons différentes de se déplacer. Donc tout ça, c'est la géographie constate et essaye d'expliquer. En revanche, ce qui dépasse la géographie, c'est le fait que vivre d'une certaine façon, croire d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, ne doit en aucune manière être une manière de rejeter l'autre. Or, c'est ça le problème de l'islamisme par rapport à l'islam, me semble-t-il, c'est que l'islamisme rejette l'autre et va même jusqu'à souhaiter sa mort et sa disparition. Et donc, là, c'est une très très mauvaise interprétation du savoir géographique. Mon maître de Planol a passé toute sa vie à étudier la géographie du monde musulman, où sont les musulmans à la surface de la Terre et quelle influence l'islam, dans ses différentes acceptions, parce que l'islam persan n'est pas le même que l'islam arabe, maghrébin, ou l'islam égyptien, ou l'islam turc, et quelles sont les conséquences de la foi religieuse sur l'organisation de l'espace, sur la forme des villes, sur la forme d'organiser les maisons, y compris sur la façon de s'habiller ou de se nourrir. Mais ça ne peut en rien être une justification de l'exclusion et de la volonté mortifère d'éliminer ce qui n'est pas soi-même. Et donc, au contraire, la géographie apprend non pas à tolérer au sens, je ne sais plus qui disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça, mais à tolérer au bon sens évident et premier du terme, c'est-à-dire à accepter que d'autres ne pensent pas, ne croient pas de la même façon. Et alors, moi j'ai enseigné l'histoire de l'islam pendant 2 ans en Mauritanie, pendant ma coopération, à des élèves qui connaissaient le Coran par cœur, qui étaient tous enfants de marabouts, qui étaient d'une foi, pas du charbonnier, c'était une foi nourrie de connaissances, et ils acceptaient que j'enseigne l'histoire de l'islam à la manière occidentale, avec l'esprit critique, en disant, mais vous savez, voilà, si l'islam croit telle chose, c'est pour telle raison. Alors bon, ça discutait énormément, mais ça discutait de manière très ouverte, et j'ai eu l'impression, j'étais très jeune, hein, et eux étaient ou avaient mon âge ou avaient 2 ans de plus, j'ai eu l'impression qu'ils acceptaient très volontiers et que c'était au contraire très enrichissant pour eux de porter un regard critique, non pas sur le cœur même de la foi musulmane, mais sur son environnement sociologique, géographique, historique. Et ça, ils l'acceptaient tout à fait volontiers. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire ça aujourd'hui en Mauritanie et enseigner l'histoire de l'islam à l'école normale supérieure. Si j'ai bien compris, la personne qui pose la question est un enseignant ou une enseignante et qui dit que les élèves dans ces classes lui disent « mais laissez-nous développer notre singularité ». Et cette singularité autour de la culture arabe, si je comprends bien, pas spécialement par rapport sur un plan religieux. Ça m'a l'air d'être plutôt sur un plan culturel, bon, vestimentaire. Alors là, je crois que vraiment, ce qui est très étonnant, c'est que nous entrions toujours dans des débats sur ce sujet. Les élèves en question, quel est leur pays ? Est-ce qu'on peut leur poser cette question ? Est-ce que leur pays, c'est le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs racines ? Et moi, je n'ai rien contre le fait qu'ils développent leurs racines, qu'ils les étudient, qu'ils les connaissent, qu'ils les fassent même fructifier. C'est magnifique, c'est ce qui fait leur singularité personnelle. Mais leur pays, à eux, que je sache, c'est-à-dire eux, aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, ce pays-là, c'est la France. Donc, la singularité qu'il convient de développer, c'est la singularité française à l'école. Alors que cette singularité intègre des éléments de la culture arabe, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes qui viennent de la zone culturelle arabe, c'est tout à fait naturel. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de passionnant dans l'élaboration de programmes, dans la conception de l'enseignement, etc. Mais
que des élèves aujourd'hui disent « laissez-nous développer notre singularité qui n'est pas la leur, mais qui est celle de leurs parents ou grands-parents », là, je ne suis plus d'accord. Et c'est à nous, c'est à la République française d'expliquer à tous ces gamins que leur pays, qu'ils en soient heureux ou pas, qu'ils l'habitent avec fierté ou avec défiance, leur pays, c'est la France. On dirait qu'on a peur d'énoncer cette simple vérité. Parce que le mot nation a pris, est confondu dans l'opinion publique avec nationalisme. Défendre la nation, c'est vivre ensemble dans la diversité des origines, que ce soit la génération d'avant ou à 5 générations avant. Et c'est pour ça que ça me paraît très important aussi d'encourager les jeunes à faire leur arbre généalogique, à comprendre d'où viennent leurs parents, leurs arrière-grands-parents, ce qu'ils faisaient, comment ils ont vécu. C'est absolument passionnant. C'est passionnant, mais ça n'est que, je ne sais pas moi, je ne vais pas donner de... Mais ça n'est qu'un tiers de la question. Les 2 tiers, c'est ce que seront leurs enfants, leurs petits-enfants, ce que sera la France, qui est leur France autant que la mienne, et qu'ils doivent s'approprier, d'où la nécessité de ce socle commun dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est essentiel. On dirait que nous avons démissionné sur cet élément essentiel, fondamental, qui est indépassable. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Il me semble que ce type de réalité, hélas, ne fait que nous confronter à la faiblesse de nos convictions et de ceux qui sont, je dirais, sur le terrain, la faiblesse de nos convictions républicaines et à la faiblesse de l'autorité de l'État. Oui, bien sûr, ça ramène à cette question, évidemment. Parce que, conférence, vous avez évoqué le roman national, mais en même temps, vous nous avez expliqué tous les deux à quel point aujourd'hui, l'enseignement est sous une pression de demande mémorielle, des professeurs qui s'autocensurent. Ce matin, Jean-Pierre Robin nous donnait des statistiques de sondages qui ont été faits auprès de professeurs qui s'autocensurent de manière très forte, notamment en fonction de l'identité de leurs élèves. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est pas qu'on a abandonné le roman national, c'est qu'on va passer du roman national, petit à petit, sous cette pression, à une sorte de roman, un autre roman, un roman antinational. Le roman national du 19e siècle, on sait bien qu'il était politique, on sait bien qu'il tirait un peu l'histoire dans le sens qui était souhaité à ce moment-là. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la décolonisation, puisqu'on a une question en streaming là-dessus, qui rebondit sur une émission télévisée historique, qui n'est pas une des vôtres, qui visiblement a été une soirée récemment sur France 2, sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Très teintée décoloniale, je crois, comme on dit aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. J'en ai vu une partie. Bon, quand je regarde ça, quand je vois effectivement ce qu'il y a dans les livres d'histoire de mes enfants, je me dis, si, on est en train de leur recréer un autre roman, mais c'est un roman antinational. Et alors là, c'est sûr qu'on n'est pas à la belle figure d'Abdelkader, où on n'est pas dans la vision positive que vous développiez à l'instant. Et dans quelques années, peut-être qu'il sera trop tard et que ce roman antinational, que ce sera les rares choses qu'ils auront apprises à l'école en histoire, ce sera ça. Écoutez, j'ai fait l'expérience, malgré toute l'énergie que j'y ai mise, de la grande difficulté de concevoir des programmes d'histoire. D'abord, programme d'histoire plus que tout autre programme d'enseignement. Hein. L'histoire et la philosophie. Hein. J'ai eu quelques peines. Parce que les pressions, comme je vous l'ai dit, sont trop fortes et quelle que soit la bonne volonté, l'orientation voulue par un ministre, il n'est pas possible, au vu de la manière dont on élabore des programmes dans une société démocratique, dans des instances où nous recherchons le consensus, il est impossible de parvenir à quelque chose de satisfaisant et de quelque chose qui résiste totalement à ces demandes sociétales. Voilà, je ne peux que vous répondre peut-être de manière un peu déprimante et voilà, j'en suis désolée, mais en fait c'est l'expérience qui m'instruit de ce que on peut pas
pas beaucoup. Hein. Juste dire une phrase, parce que je dois malheureusement m'éclipser, mais je crois que les propos que nous tenons là depuis ce matin sont des propos, hélas, devenus extrêmement minoritaires en France. Et c'est un peu ça le problème, parce que le Conseil national des programmes a beau élaborer des programmes de bon sens, magnifiques, complets, visant justement à unifier le socle de connaissances des jeunes Français. Si les professeurs ne veulent pas les suivre, s'ils n'y croient pas, ça ne marchera jamais. Or, si la presse dit 90% de la presse dit exactement le contraire. Si les émissions de radio et télévision, à part celle de Franck Ferrand, présentent une histoire exactement contraire, si M. Boucheron tient le haut du pavé au Collège de France et au festival, j'étais au journée d'histoire, au rendez-vous de l'histoire de Blois, je peux vous assurer que les quelques propos que j'ai tenus avec quelques amis étaient incroyablement minoritaires. Alors, bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un raz-de-marée majoritaire d'une fausse vision de l'histoire, d'une fausse vision de la géographie, une fausse vision de la philosophie, et ce sera très 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 dur de ramer à contre-courant. Comment des programmes les plus consensuels possibles, qui ne sont pas parfaits, mais enfin qui sont le produit d'une réflexion et d'un travail, vous font quand même, vous exposent à être épinglés dans la presse comme tenante du roman national, enfin, tout un tas d'aberrations, voilà, et qui sont hélas celles qui dominent l'espace médiatique. Nous avons parlé tout à l'heure d'une parenthèse, et Madame Delsos a convenu que probablement la Troisième République et ce qui a suivi ferait figure à l'échelle historique de parenthèse pendant laquelle une grande partie de la population, et y compris même parmi les catégories les moins favorisées, pouvait user de l'imparfait du subjonctif. Et que, hélas, le modèle beaucoup plus répandu dans toute l'histoire de l'humanité d'une infime élite et d'une immense masse inculte était en train peu à peu de se remettre en place. Ce qu'avait compris la Troisième République et l'une des grandes réussites de ce régime, qui par ailleurs a connu beaucoup d'échecs, mais ça c'est une des grandes réussites de la Troisième République, ce qu'on appelle la Troisième République, de ce régime donc qui naît qui avait déjà, qui puise ses racines déjà dans les autres, et notamment dans tout ce qui s'est passé en 1848, mais peu importe. L'un des grands mérites, c'est d'avoir voulu donner au plus grand nombre les moyens de son propre accomplissement. Je ne dis pas que c'était une réussite totale, mais quand même, on était arrivé à des choses remarquables. On pouvait voir de nouveau se développer dans les familles presque des stratégies d'ascension sociale. Ce que je n'ai pu faire, mon fils le fera, et ma petite fille fera même encore mieux, etc. Ça, c'est malheureusement ce à quoi nous avons, me semble-t-il, renoncer. Je ne conteste pas, moi, et je ne veux pas, on essaie toujours de m'opposer à Patrick Boucheron, c'est trop facile, évidemment, nous sommes un peu les deux fers de lance. Bon, il est beau, les armées dont il dispose sont infiniment plus importantes que les miennes. Moi, je n'ai que de petits bataillons clandestins et nocturnes, mais bon, je ne veux pas me battre contre ce monsieur, il a tout à fait le droit de défendre d'ailleurs, parce que si on lit dans le détail ce qu'il écrit, c'est souvent très intéressant, voire très intelligent, je ne conteste pas tout ce qu'il dit. Simplement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette vision très spécifique et hyper critique de l'histoire nationale soit devenue la vision dominante. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que, tout en enseignant une histoire nationale et une géographie nationale, qui sont, à mon avis, vous l'avez fort bien démontré, indissociables, évidemment, on pourrait imaginer qu'en enseignant cette histoire, et avec toutes les limites que ça suppose, parce qu'évidemment, quand on crée un roman national, on mythifie, et donc quand on mythifie, on gomme les aspérités et on a tendance à distordre les réalités. Et ensuite, d'ailleurs, c'est intéressant de revenir dans le détail sur tout ce qui a été distordu. Mais on pourrait imaginer que ce roman national domine, soit le courant majeur, et que
des courants hypercritiques viennent apporter le bémol nécessaire, viennent apporter le relief. Mais non, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on a vu peu à peu adhérer à ces visions ultra-minoritaires des choses la majorité des classes dominantes, des professeurs, des personnes qui, et bien sûr des médias qui jouent un rôle. Je ne peux pas être présent à une table ronde comme celle-ci et ne pas souligner le caractère effroyable du rôle des médias dans cette histoire, qui sont une caisse de résonance et qui sont un élément effroyable. Mais bref, cette inversion des proportions nous entraîne dans ce qui me paraît être très dangereux, parce que nous développons tous les facteurs de désagrégation, de communautarisme, de coupure, de scission, et nous n'entretenons plus rien de ce qui agrège et de ce qui permet de construire un projet commun. C'est très grave, ça. Nous devons être le plus possible ensemble et non pas chacun dans sa petite chapelle. Et si ceux qui sont censés développer le discours général deviennent hypercritiques et ne sont plus capables que d'autoflagellation, alors c'est le signe qu'on a connu dans l'histoire. Et je viens de voir le chancelier entrer et je parle sous son contrôle. Nous revenons à des schémas qu'on a connus, soit dans la fin de l'Empire romain d'Occident, soit de façon bien plus proche de ce que nous vivons, nous d'ailleurs, dans la longue agonie de l'Empire romain d'Orient, de Byzance. Mais en tout cas, ce sont des facteurs de décadence mortels. Si nous n'en prenons pas conscience et si nous n'assumons pas ce constat, eh bien, nous mourrons tranquillement. Vous savez, j'allais dire la nature a horreur du vide, mais la culture surtout a horreur du vide. Et lorsqu'on ne défend plus un modèle, d'autres modèles prennent sa place. Il n'y aura même plus de modèle parce que vous avez un phénomène qui se répand actuellement beaucoup, qui est le déboulonnage des statues. Alors on en a quelques-unes ici à l'Institut. Je ne sais pas si on pourra garder notre Mazarin sous la coupole, mais le Voltaire qui était à côté a été déboulonné. Je pense que Napoléon ne restera pas très longtemps sous la coupole des Invalides. Comment ? Colbert, etc. Et tous les autres. Et Louis XIV y passera. Et des quantités d'autres, des écrivains. Donc ce déboulonnage des statues est quand même, je trouve, là il y aurait un très beau sujet de thèse, un signe de barbarie absolument incroyable. C'est la négation de l'histoire. Et c'est surtout la méconnaissance totale de l'histoire, puisque c'est de l'anachronisme. En fait, c'est de projeter des idées ou des sentiments ou des actions qui ont eu lieu il y a 3 siècles, 5 siècles, sur le présent, en disant si Colbert était là, évidemment, on lui couperait la tête. Et donc, comme il est plus là, mais on va lui couper la tête quand même, et on déboulonne la statue. Et ce sont les mêmes qui, dans des séminaires de l'EHESS que je fréquentais il y a 25 ans, luttaient contre la téléologie, qui aujourd'hui la défendent. C'est tout à fait extraordinaire. Nous allons devoir conclure. Juste, je prends une dernière question qui nous vient par le streaming au sujet de la question du séparatisme. Franck Ferrand a critiqué ce terme de séparatisme, donc effectivement qui est assez problématique. Sans expliquer pourquoi, en deux mots. Sans expliquer pourquoi, donc est-ce que vous pouvez il me semble que pour se séparer, il faut d'abord avoir adhéré. Lorsqu'on n'a jamais adhéré, on ne se sépare de rien. Et puis séparatisme, le suffixe laisse entendre qu'il y a une volonté dynamique et un but orienté. Je pense que tout ça est faux. Donc ce terme n'a pas de sens. Voilà, c'est pour ça que j'étais contre. Mais le phénomène qu'il décrit, en revanche, existe. Ça, c'est incontestable. Et certains aussi, décrivent un phénomène quasiment inverse. Certains disent que finalement, par ces renoncements, l'école publique se sépare de son histoire, en quelque sorte, et que du coup, il y a une telle confusion générale qu'on ne sait plus qui se sépare de quoi.